Merci Julie qui a lancé l'enregistrement de ce webinaire. Merci à tous d'être présents avec nous. On a 1 heure et demie ensemble. Ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est une petite présentation très rapide de ce que vous pouvez trouver dans le rapport, parce que c'est un gros rapport, il y a plusieurs éléments dedans. Donc ça vaut le coup de faire un petit tour du propriétaire avec vous. Une présentation plus dans le détail de l'état des lieux, c'est-à-dire ce qu'on a, nous, pu observer sur l'état de la masse, des masses en France. Une petite pause questions et réponses de votre part, et puis une présentation de nos propositions pour une stratégie nationale masse pour la suite, avec un temps de questions-réponses également à la fin, et un sondage qu'on va lancer sur Zoom. Ce serait super d'avoir vos réponses en direct à la fin, avant que vous partiez. Alors, ce rapport qu'on va vous présenter maintenant, on l'a réalisé nous à la Fabrique des Mobilités. Donc moi, c'est Marguerite Grandjean, et Gisèle Delaby également l'a fait avec moi, et puis il y a Julie Braca qui est là aussi pour nous aider. Et on l'a fait avec le support de la DGITM, donc au ministère chargé des Transports, de la DGE à Bercy, et puis de l'Observatoire du MAS, qui est, comme vous le savez, l'observatoire de ce sujet au CEREMA. Marguerite, on t'a perdu. Qui a publié nombre de travaux très intéressants avec l'état des lieux. Marguerite, on a eu une coupure son. Qu'on a lu, et dont certains verbatim sont tirés dans... Ah, ouais. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Je ne sais pas ce que vous avez entendu du coup. Ouais. Désolée pour ça. Ça a l'air de bugger un petit peu de mon côté ce matin. Ouais. Donc, je disais qu'on a réalisé ce rapport avec la Fabrique des Mobilités, donc par la Fabrique des Mobilités, avec le soutien de la DGITM, de la DGE à Bercy et de l'Observatoire du MAS au CEREMA. Et que pour mener ce rapport, nous avons mené une trentaine d'entretiens avec l'ensemble de l'écosystème, donc, dont vous faites partie. On a également analysé 30 documents travaux existants, dont notamment ceux de l'Observatoire du MAS, que vous connaissez. Et puis, on a fait diverses analyses que je vais vous présenter assez rapidement. Le tout pour parvenir à ceci, 24 constats d'état des lieux. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail des 24 constats, mais vous les aurez dans le rapport. Normalement, ils sont assez visibles. Donc ça, c'est le gros vraiment de l'état des lieux. On vous propose également un cadre stratégique à partager ensemble pour une stratégie nationale du MAS, c'est-à-dire pour dépasser une simple concertation, mais vraiment pour aller vers une stratégie co-construite avec l'ensemble de l'écosystème. On propose en fait à la DGITM, et donc on ne sait pas encore à ce stade si ce sera suivi. Et puis 5 axes prioritaires de travail qui sont à prendre en compte. C'est là-dessus qu'on vous interrogera en fin de session pour voir un peu ce que vous trouvez le plus intéressant dans ces 5 axes. Alors, je voulais vous montrer l'écosystème qu'on a interviewé. Donc, tous les verbatims sont anonymes dans le rapport, donc vous ne saurez pas qui a dit quoi. Mais pour vous montrer rapidement, donc on a un ensemble d'AOM donc, à tous les différents échelons, que ce soit des régions, des métropoles, des communautés d'agglomération. Certains départements qui, comme vous le savez peut-être, ont la compétence transport, c'est relativement rare, mais ça existe. Et puis, ou certains départements qui, ayant la compétence sociale, se servent des enjeux de mobilité sans être autorités organisatrices de transport eux-mêmes pour aller vers des initiatives notamment de mobilité solidaire, mobilité sociale et solidaire ou inclusive. Ça se passe beaucoup au niveau du département. Donc c'est le cas du département de l'Aude notamment. Et puis des syndicats mixtes, donc comme vous le savez, une façon d'organiser la gouvernance de la mobilité en France, c'est une gouvernance partagée au sein d'un syndicat mixte qui regroupe différentes organisations, dont les autorités organisatrices de la mobilité. Et dans ces syndicats, nous avons été également voir les DOM-TOM, donc du côté de la Réunion, pas rester uniquement en métropole. Et puis, donc ça, c'est côté public. Et puis, côté privé, côté industriel, nous sommes allés interviewer plusieurs industriels, donc que ce soit des éditeurs de maths qu'on a appelés pure players, c'est-à-dire des natifs,
c'est-à-dire qu'ils se sont montés vraiment, qui se sont créés, c'est un peu des startups, qui se sont créés autour de ces sujets masse, pas forcément uniquement en tant que prestataire vraiment on va dire, d'applications masse. On va y revenir un petit peu après. Ça peut être des propositions de valeur un petit peu différentes, comme Betterway, par exemple, où il y a des acteurs aussi, par exemple l'ICO, qui agit uniquement à l'international à ce stade. Donc, comme vous le savez, ils ont remporté l'appel à projet pour opérer le MAS de Jakarta. Donc, on a ces éditeurs de masse. Flowbird, lui, est un acteur du stationnement à l'origine, mais qui s'est déployé sur le domaine du masse. Et puis, on a aussi un autre type d'éditeurs de masse qui, eux, sont plutôt ce qu'on appelle les historiques, c'est-à-dire qu'ils sont adossés à des opérateurs de transport historiques. Donc, Cityway adossé à Transdev, on a Keolis, RATP Smart System et SNCF Connect Tech qui sont en fait les départements de la RATP et de la SNCF qui opèrent des masses pour le coup privées, c'est-à-dire qu'eux prennent leur verticale et la développent ensuite pour aller plutôt vers des masses. Et puis OV, qui est une filiale de Kissio SNCF, qui, eux, fournissent des briques, on va dire, un peu en B2B auprès de certains opérateurs de masse. Et puis, enfin, des opérateurs, surtout de nouvelles mobilités. Donc, les opérateurs de transport public, on a discuté aussi avec eux à travers les éditeurs de masse, notamment. Donc, on a eu plusieurs opérateurs de nouvelles mobilités, que ce soit covoiturage, autopartage ou opération de trottinette, par exemple. Voilà pour la méthodologie. Dans ce rapport que nous allons publier bientôt, parce qu'on attend encore une validation finale du ministère, donc ce sera publié, je pense, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, vous allez voir, il est très gros, même s'il est très joli aussi. Donc je voulais juste vous présenter ici ce dont on ne va pas parler, c'est avec les petits traits verts, mais qui peut valoir le coup pour certains d'entre vous d'aller regarder de plus près. Alors déjà, si vous n'avez pas le temps de lire le rapport, allez voir le résumé exécutif. C'est là, en fait, c'est vraiment une synthèse de ce qu'on a fait, donc vous trouverez les éléments principaux dedans. Donc, allez lire cela. Et un deuxième élément qui est intéressant, on va revenir un petit peu ensemble aujourd'hui sur la définition, mais il y a une partie qui est le petit c, où on développe vraiment ce que c'est que l'idée d'une plateforme masse. Donc, Ghislain reviendra dessus sur la partie proposition en fin de webinaire. Mais allez creuser cette question-là, parce que ce n'est pas forcément des questions que tout le monde maîtrise. Et on s'est un petit peu efforcé d'aller définir ce que c'est qu'une plateforme et d'aller voir un peu pourquoi est-ce que nous, on parle de plateforme masse, dans l'esprit de la LOM d'ailleurs, plutôt que d'application masse. Donc, quelles sont ces distinctions à faire qui sont vraiment importantes à nos yeux. Le rapport parle des objectifs de la masse, on va y revenir. L'historique de la masse et une petite frise chronologique que vous trouverez dans le rapport. On a également détaillé l'ensemble des actions nationales qui ont été réalisées en faveur du développement de la masse, de la mobilité numérique en France. Donc ici, il ne s'agit pas seulement des actions du ministère. Donc la DGTM est active depuis très longtemps sur ces sujets, à la fin des années 2000, notamment avec l'AFIMB, l'agence qui précédait, on peut dire, un petit peu l'AIT, même si ce n'était pas exactement la même chose, mais que nombre d'entre vous, je suis certaine, connaissent, qui a fait beaucoup d'actions à l'époque. Donc il y a cette partie ministère, vraiment, qui a porté beaucoup d'actions dans ce développement du MAS, mais il y a aussi tout ce qui est fédération professionnelle. Donc nous, on en fait partie, on n'est pas une fédération professionnelle, on est une association, mais vous avez également l'ATEC ITS qui est investi dans ces sujets depuis longtemps. On a notamment détaillé et analysé les recommandations de leur feuille de route qu'ils ont faite en 2017, qui est encore assez d'actualité. Donc, si cela vous intéresse, allez voir nos analyses de plus près. Donc, ATEC ITS, le GART, évidemment, l'UTP, donc nombre d'associations et de fédérations sont impliquées dans la masse. Et puis aussi, diverses, on va dire, établissements publics type CEREMA, mais aussi ce qu'on appelle les services de l'État déconcentrés, donc les DREAL, vous savez, toutes ces directions régionales qui aident au développement économique ou social et qui qui ont pu être impliquées dans le passé pour aider certains échelons administratifs à mettre en place leur stratégie de masse. Donc, on vous détaille un petit peu tout ça pour voir comment ça fonctionne au niveau national. On a fait également une analyse donc, dans le petit 5 sur le contexte réglementaire européen, qui est assez fondamental. On ne va pas détailler ça ici aujourd'hui, mais c'est fondamental pour comprendre le cadre dans lequel s'inscrit la masse au niveau européen, au-delà du niveau français. Avec notamment un peu on va dire
le nouveau RGPD qui arrive, c'est-à-dire que là, ce qui a été structurant ces dernières années en Europe, c'est beaucoup la réglementation sur les données privées. Il va y avoir de nouvelles réglementations qui vont venir, qui sont à notre sens structurantes, sur ce qui concerne notamment les données, ça s'appelle, vous savez, les data lakes ou les data space, c'est-à-dire des données qu'on peut partager ensemble entre public et privé, mais pas non plus en ouverture totale. Donc, il va y avoir des réglementations qui viennent là-dessus. Et puis, évidemment, des mises à jour de règlements européens qui sont à venir et des nouveaux règlements aussi spécifiquement sur la masse, qui ne s'appelle pas la masse en Europe, qui a d'autres noms, mobilité multimodale, etc. Mais donc en fait, il y a un contexte réglementaire qui est assez actif en Europe. Donc, allez lire cette partie-là pour bien comprendre ce contexte-là. On a fait également un comparatif des stratégies nationales de 5 autres pays européens. Donc là, vous le trouverez dans l'une des annexes, on vous y renvoie dans le rapport, c'est sous forme de tableau. Donc allez voir cela pour voir un petit peu comment ils ont fait, donc notamment en Finlande, mais aussi en Écosse, qui est un pays, hein, mais une région où ils ont été très actifs, également en Autriche, où ils ont mis en place une stratégie nationale qui est assez connue dans le secteur. Et puis on a fait une petite évaluation du marché des acteurs de la masse. Alors, bon, évaluation, c'est un grand mot, parce que c'est difficile à chiffrer, et ça sortait de notre périmètre dans ce cadre. Donc, on vous donne quand même quelques éléments pour réfléchir, notamment en se disant que au-delà justement de la compréhension du MaaS comme une application, c'est-à-dire avec un prestataire de logiciel qui fournit voilà, une appli à un commanditaire, il y a ce marché-là, qui reste quand même le marché principal aujourd'hui, que ce soit des masses privées ou des masses publiques, mais il y a aussi tout un autre pan du marché qu'il ne faut surtout pas oblitérer, qui est à la fois toutes les briques B2B, briques technologiques qui sont au service des prestataires de masse. Il y en a plusieurs, je vous ai parlé de Hove, mais il y en a aussi d'autres, toutes les organisations qui vont aider à la mise en qualité des données, au traitement des données. Donc, il y a beaucoup d'activités là-dedans qu'on n'a pas chiffré, mais que si certains d'entre vous veulent se saisir du sujet, ce serait vraiment intéressant de le chiffrer précisément. Et puis, il y a aussi toutes les questions, toutes les dimensions en fait, de la mobilité qui sont fondamentalement liées aux masses et qui font partie de la taille de ce marché, déjà actuellement, mais surtout dans les années à venir. C'est-à-dire que ce marché, il ne faut pas le voir uniquement comme un marché voilà, d'éditeurs de prestations de masse. Il faut mettre dedans aussi une partie de la billettique, une partie du paiement, les paiements qui arrivent, une partie de l'analyse de la mobilité, donc de la gouvernance par la mobilité, enfin, par la donnée. Donc tous ces secteurs-là sont à prendre en compte aussi dans le marché de la masse. Donc ça, c'est la première partie, un peu définition, objectif, contexte qu'on a mise en place. La deuxième partie, c'est l'état des lieux sur lequel on va passer un petit peu de temps maintenant. Et puis la troisième partie, c'est la partie recommandation méthodologique. Donc ici, on a les 5 axes de travail dont on va vous parler un petit peu plus longuement. Et on a aussi d'autres éléments dont on ne va pas parler ensemble aujourd'hui. On a extrait de nos entretiens les 4 rôles clés que pourrait prendre l'État selon l'écosystème dans le développement de la masse. Donc, que ce soit en état stratège ou en état accompagnateur ou en état tiers de confiance, notamment pour tout ce qui est infrastructure numérique au niveau national, qu'on va détailler un petit peu plus tard. Donc, allez voir cela si ça vous intéresse. Et puis, vous pourrez aller voir également en partie 4, on a détaillé un petit peu les pistes d'action qui ont été déjà identifiées dans des travaux précédents. Donc, je vous ai parlé de la feuille de route Attaque ITS qu'on a regardé en détail, mais il y en a aussi d'autres. Il y a notamment le rapport de l'ADEME qui a été sorti en 2021, qui est un gros rapport aussi. Donc, on a fait l'effort en fait, de sortir un peu les préconisations qui figuraient dans ce rapport pour aller analyser où est-ce qu'on en est aujourd'hui et en quoi c'est pertinent aujourd'hui. Donc, c'est un peu une forme de préfiguration de plan d'action. C'est vrai que c'est aussi dans la concertation qui aura lieu, qui a été annoncée par le ministre Clément Beaune, comme vous l'avez suivi en octobre dernier, dans cette concertation, qu'elle prenne la forme vraiment une vraie stratégie nationale ou pas, ce serait dommage de se passer de ce travail d'analyse sur les plans d'action qui ont déjà été faits. Voilà pour la présentation de ce rapport. Alors, je rentre dans le dur maintenant pour vous parler du coup de l'état des lieux de ce que c'est que la masse. Alors, petite précision, parce que vous avez été nombreux à nous poser la question, et c'est normal. En fait, la masse,
on parle de ça, donc MAS, c'est un peu la francisation du terme de masse que vous connaissez tous. Donc en français, on dit mobilité par association de services. C'est le journal officiel qui est sorti en 2021 qui vous dit ça. Bon, alors, vous pouvez toujours utiliser le terme anglais, hein, il n'y a pas de sujet, mais nous, là, on travaille au service du ministère, donc on utilise ce terme francisé. Alors, un de nos premiers constats, c'est que cette masse, donc on dit au féminin en français, cette masse, c'est reconnu par l'ensemble des acteurs comme quelque chose d'assez flou. C'est-à-dire que ce n'est pas très clair ce que ça représente. Beaucoup de verbatim qui expliquent cela. Mais au-delà de se dire le concept est flou, parce que finalement, et on y a réfléchi, on aurait pu se dire, bah, du coup, est-ce qu'on peut abandonner ce terme? Mais ça reflète quand même, depuis sa création, alors, la date de création, c'est toujours un sujet, mais la plupart d'entre vous le datent à peu près vers 2014, avec la chercheuse finlandaise Sonia Heikkilä qui a publié des choses dessus, qui a commencé à lancer un petit peu la mode de ce terme. Depuis le milieu des années 2010, ça reflète quand même un écosystème assez actif et un marché dont je vous parlais là rapidement, qui est vraiment dont les membres se réclament. Donc, c'est-à-dire que ça ne reflète pas rien, ce terme, même si c'est flou. Donc, comment on s'est saisi de ce sujet-là? Il y a toute une réflexion sur la définition du MAS dans le rapport que vous pourrez aller voir. Mais pour faire simple, on préfère, nous, parler à ce stade avec la DGITM de service numérique de mobilité. C'est un terme qui nous paraît bien refléter de quoi on parle ici. Parce que de quoi on parle finalement, c'est de mobilité numérique, mais on ne parle pas de tout le numérique dans la mobilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'intelligence artificielle au service de l'exploitation du transport public, par exemple. On n'est pas là-dessus, on est vraiment sur le croisement du numérique, donc de toutes les possibilités du numérique, qu'on va voir un peu ensemble ici, et de la mobilité, dans le sens de mobilité et non transport, c'est-à-dire de tout l'aspect serviciel. Donc c'est vraiment le côté où on place l'usager au centre. Donc on est sur les possibilités du numérique mises au service de l'usager, tel qu'il peut accéder aux services de mobilité. Donc, avec cela, on voit un peu deux aspects. Il y a l'aspect multimodal, c'est-à-dire que quand on parle de mobilité et de service à l'usager, on parle d'un ensemble de types de mobilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur le transport public, même si, comme vous le savez, c'est reconnu comme la colonne vertébrale du MAS, hein, donc ça c'est réel en France notamment, mais au-delà du transport public, on va mettre également tout un ensemble de mobilités actives, le tout dans le but de réduire l'usage de la voiture, comme on verra juste après. Donc on a cette notion de multimodalité qui est vraiment au cœur du MAS, et c'est comme ça que l'Europe parle de ce secteur du MAS. Et puis, on a l'aspect également fonctionnalité numérique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire en fait avec cette mobilité numérique, à quoi vous avez accès vraiment. Est-ce que c'est réserver votre titre? Est-ce que c'est acheter votre titre? Est-ce que c'est valider, pouvoir montrer, contrôler que vous avez bien votre titre? Est-ce que c'est juste l'information voyageur? Voilà, donc c'est un peu ces deux aspects-là qui sont clés dans la masse. Donc, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que les acteurs qui se reflètent, qui se retrouvent dans le domaine du MAS, ce n'est pas forcément, comme je vous le disais, uniquement les prestataires de logiciels de masse. On a par exemple des AOM qui vont nous dire, bah, nous, en fait, on fait des cartes multimodales en fait, depuis très longtemps. Donc là, je pense notamment au territoire de Belfort, qui est, à titre personnel, mon exemple de masse préféré, parce que ça marche vraiment bien. Et Belfort nous disait, de manière tout à fait transparente, que en fait, eux, ça fait depuis 2005 que leur stratégie a été lancée autour des cartes multimodales. 2008-2009, le réseau Optimo a été lancé avec une refondation du réseau au passage. Mais eux se considèrent comme faisant partie de l'écosystème du MAS, puisque finalement, c'est ce qu'ils font depuis bien avant que le terme existe. Et actuellement, ils lancent une activité, un projet, un appel à projet MAS pour mettre en cohérence un ensemble d'applications et de services de mobilité qui existaient déjà sur le territoire. Donc là, ils mettent en cohérence un peu leur masse. Mais ils se considéraient, avec leur carte multimodèle Optimo, comme faisant partie du MAS avant même et sans avoir lancé Le son repart, MAS Marguerite. Attends, il y a un petit problème de connexion de ton côté. On ne t'entend pas très bien. Marguerite, c'est pas un problème. C'est un nombre d'acteurs privés qui ne vont pas
forcément faire des logiciels de masse. Donc, je pense à Butterfly, par exemple, ou Skipper, que vous pouvez connaître, qui font... là, vous m'entendez ou pas? Est-ce que là, c'est bon ou pas? Non? C'est un peu mieux. Vas-y, parle. Gislain, est-ce que tu pourrais me prêter ta connexion 4G? Est-ce que là, vous m'entendez mieux ou pas? Oui, ça a l'air d'aller mieux. Attendez, on va reconnecter un petit peu l'audio pour que ça fonctionne mieux parce que. Est-ce que là, le son est meilleur? J'ai changé de connexion. C'est vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment beaucoup mieux, super, je reste comme ça. Je suis vraiment désolée pour ce problème. On est tous au même endroit et certaines 4G fonctionnent mieux que d'autres, je ne sais pas pourquoi. Désolée pour ça. Du coup, je reprends sur mes questions de définition de masse. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a un certain nombre d'AOM qui vont vous dire, en fait, moi, je fais partie du MAS, même si je ne le fais pas forcément de la même manière que tout le monde. Et pareil pour des acteurs privés qui ne font pas forcément uniquement de la prestation de logiciels MAS classique, mais qui peuvent faire les choses un petit peu différemment autour, par exemple, de compte mobilité. Donc, tous ces acteurs-là se représentent quand même comme des acteurs du MAS. Alors, je passe rapidement sur l'historique, mais pour vous donner une petite idée du coup dans cet état des lieux, on recense une centaine environ de projets de masse actuellement en France, avec un réel développement, donc on peut dire une explosion dans les dernières années. Donc vous voyez à droite, avec beaucoup de projets qui sont actuellement en cours de lancement, qui vont se lancer vers 2023, 2024. On n'a plus le document. Je suis vraiment désolée. Bon, voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée pour tous ces sujets. Voilà, donc vous pouvez voir sur la droite du schéma ces derniers projets qui sont en cours de lancement. Si je passe sur les objectifs du MAS, ça c'est un point qui est important parce que ce qu'on peut recenser, ça ne va pas vous surprendre a priori, mais c'est intéressant de voir comment les acteurs en parlent. Le premier objectif qui vraiment revient dans toutes les lèvres, c'est la simplification de l'accès à la mobilité par le numérique. Donc ça, c'est vraiment ce dont parlent les acteurs en premier. C'est pour ça qu'on crée des applications masse. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un côté, actuellement, dans la perception des acteurs, on prend son smartphone et on va aller simplifier par le numérique l'accès aux usagers. Donc ça, concrètement, ça veut dire, ça passe beaucoup par l'information voyageur ou par le calcul d'itinéraire. Et puis, finalement, ça peut s'étendre petit à petit, relativement lentement à ce stade, en tout cas surtout pour les masses publiques. Mais ça s'étend, par exemple, à la réservation de titres, donc que ce soit transport public beaucoup actuellement, mais aussi de plus en plus en multimodalité, auprès de services tiers privés. Ça concerne donc la réservation, le paiement ou encore la validation des titres avec différents systèmes de paiement et de validation. L'explosion, par exemple, du ticket SMS qui a eu lieu pendant le confinement, pendant l'épidémie de Covid, donc après le confinement. Donc, il y a plusieurs manières de simplifier l'accès aux usagers, l'accès aux services de mobilité par les usagers par le numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que moi qui ne viens pas de ce secteur-là, quand j'ai commencé à travailler sur le MAS, j'y voyais plutôt un aspect décarbonation, un aspect environnemental, un objectif qui était clé là-dessus. Donc, je m'attendais à ce que ce soit cet objectif-là qui ressorte le plus. Or, ce n'est pas celui qui ressort. Donc, c'est quand même cité, c'est-à-dire que clairement, notamment, il y a des financements pour le MAS qui arrivent via cet objectif les différentes stratégies de décarbonation de mobilité ou du territoire en général. Donc, c'est quand même clairement réellement un objectif. Mais ça reste ce qu'on a appelé un horizon. C'est-à-dire que c'est plus, ça vient plutôt après la partie numérique simplification. Ce qui est quand même un petit décalage du coup épistémologique, puisqu'on
on ne va pas mettre forcément cet horizon de décarbonation des mobilités en premier dans la stratégie masse qu'on peut mettre en place, en tout cas au sein de nos autorités organisatrices de mobilité. Donc ça a des impacts réels sur notamment la place du monde de la voiture dans le MAS, qui est encore des dires à la fois de la documentation des travaux existants et puis l'écosystème, encore insuffisante à ce stade. Donc on pourrait se dire, peut-être en plaçant cet objectif davantage au cœur de nos stratégies MAS, on pourrait avoir un levier ici pour aller chercher de changement de comportement. Parce qu'en fait, je vous disais que le transport public, c'est la colonne vertébrale du MAS. Ça reste du coup très focalisé autour du transport public, ce qui est logique puisque c'est plus facile faire un MAS autour des personnes ou des organisations avec lesquelles on travaille plus facilement. Mais on a encore une question un point d'interrogation sur l'intégration des automobilistes au MAS. Alors, un troisième objectif qui est clé, parce que c'est un des freins, on va dire, au développement ou un développement rapide du MAS en France, c'est ce qu'on a appelé, ça je reprends l'expression de Ghislain, il utilise ça souvent, il reprend la métaphore de l'anneau de pouvoir, vous savez, du Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de plateforme MAS, on parle de masse critique, on parle d'effet de réseau, donc c'est un objet de pouvoir. C'est-à-dire que si c'est vous qui orchestrez la gouvernance du MAS, si c'est vous qui orchestrez les relations entre les différentes parties prenantes dans une plateforme de masse, c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est clairement un objectif qui est très assumé et qui est justifié dans une certaine mesure. C'est clairement un objectif des AOM de garder le contrôle des mobilités sur leur territoire. Donc, c'est notamment un outil de gouvernance pour renforcer le contrôle des délégations de services publics avec les opérateurs de transport public classiques, qui ont déjà une forme de gouvernance avec les AOM, mais c'est également une manière de remettre sous contrôle les opérateurs hors DSP, qui sont notamment les opérateurs de mobilité douce ou active, qui sont en fait pas forcément, qui font pas forcément partie de délégations de services publics. Donc on a un réel outil de gouvernance ici, qui est mis en avant comme une manière de replacer ici aussi l'usager au centre, de façon à pouvoir harmoniser les relations entre l'usager et les différents opérateurs de mobilité auxquels il peut avoir accès. Mais ça crée des enjeux, cet aspect pouvoir, ça crée des luttes de pouvoir, ou on va dire des conflits d'intérêts entre certains échelons. Et c'est l'un des freins de gouvernance sur lesquels on va revenir. Alors, en termes d'état des lieux, où est-ce qu'on en est? Je vous en ai parlé rapidement avec l'historique. Où est-ce qu'on en est en termes de fonctionnement et d'efficacité du MAS, on va dire? Donc, où en est la MAS en France? L'un de nos constats, c'est que clairement le nombre de projets MAS, que ce soit public et privé, a augmenté. Donc, il y a un réel engouement autour de ce sujet. Donc, ça veut dire que, encore une fois, le mot a beau être flou, il y a quand même une réelle activité derrière. Et on a un certain nombre de ce qu'on a appelé des têtes de pont nationales qui sont porteuses de résultats. Alors, quand on parle de résultats, on a essayé d'aller regarder vraiment l'usage, c'est-à-dire les statistiques de téléchargement et d'usage régulier des masses. Alors, je ne vous ai pas remis les chiffres ici, ils sont dans le rapport, mais les têtes de pont qui ressortent, c'est beaucoup Movizy à Saint-Étienne, avec un réel nombre de téléchargements et des notes satisfaisantes sur un grand panel sur les plateformes, donc sur les logiciels de téléchargement d'applications. Donc Movizy, c'est une de nos têtes de pont françaises. Livia est également un des MAS qui est porteur de résultats à Dijon, porté par Keolis. Et puis on a alors évidemment des MAS, la cité EDFM, j'aurais pu citer également Bonjour RATP, où on est sur des cas un petit peu particuliers, parce que ça marche bien. On a des bons résultats. Évidemment, on est sur des régions très denses, sur la région Île-de-France qui est dense en usagers de mobilité. Donc, les enjeux sont peuvent être un petit peu différents, mais ce sont quand même des success stories. On a le MAS d'SNCF Connect, alors qui vient juste de se lancer, mais la particularité, comme je vous le mentionnais rapidement, de ces MAS privés en France comme ailleurs, c'est de partir d'une verticale, donc comme il y a SNCF Connect, mais on a aussi Uber, qui partent d'une audience établie pour aller et s'étendre à divers services MAS. Donc, dans le cas de SNCF, ça va être par exemple permettre l'achat du dernier kilomètre, c'est-à-dire une fois que vous êtes sorti
de votre train, allez pouvoir acheter le ticket de bus pour vous rendre à l'endroit que vous souhaitez. Donc, on a un certain nombre de success stories comme ça. On a également, bon, ouais. On a également Optimo dont je vous parlais rapidement, mais du coup, on a perdu du temps. Il faut que j'aille un peu plus vite. Alors, donc une fois qu'on a parlé de ces têtes de pont, ça c'est important, mais on constate quand même qu'on a un usage de la plupart des masses publiques français qui reste encore incertain. Ce terme d'incertain, c'est que on sait de manière un petit peu, on va dire, informelle ou officieuse que l'usage est faible, mais ça n'est pas montré. Donc en fait, il y a peu de suivi, que ce soit côté usage ou côté objectifs environnementaux d'ailleurs, des liens entre la masse et les changements de comportement. Cette partie évaluation et suivi est encore faible en France. Donc, on a des efforts qui sont en train de se mettre en place dans les nouveaux projets pour vraiment favoriser ce suivi. Parce qu'on a peu de données en fait là-dessus. Mais ce qui apparaît clair quand même, on a des verbatims un petit peu sévères là-dessus, hein, c'est que cet objectif d'usage, afin de simplifier l'accès aux services de mobilité, il reste encore un petit peu à la peine à ce stade. Je vous disais aussi que les automobilistes sont encore peu présents sur les masses. En fait, on s'adresse encore peu à eux. Une exception, c'est le rachat par RATP de MAPI, qui est un service qui était destiné aux automobilistes. Ce genre de service peut permettre de toucher davantage d'automobilistes. Mais actuellement, on a encore un petit peu une réputation qui ne va pas vous étonner, hein, mais qui est de dire le MAS, de toute façon, on dit que ça veut résoudre que ça veut changer les comportements, mais finalement, ça s'adresse principalement au cœur de ville et donc des usagers qui utilisent déjà peu de voitures. Donc on a encore un petit peu à la peine là-dessus, avec plusieurs raisons à ça, notamment le fait que historiquement, le monde de la voiture et celui du transport public se parlent assez peu, et que les automobilistes eux-mêmes, enfin les constructeurs, pardon, sont dans une période de crise, donc ils ne sont pas forcément ouverts actuellement à ces questions, enfin aux masses comme un pivot pour eux. Alors, tout ça, ça nous amène finalement comme constat à se dire, ce qui correspond à, vous savez, à ces cycles de tendance de Gartner, à se dire que le MAS est passé d'une forme de courbe d'attente forte en 2018 à ce qu'on appelle le gouffre des désillusions. Alors bon, je ne sais pas si vraiment en 2022 on est dans un gouffre de désillusions, en tout cas, ce n'est pas forcément ce qui ressort de nos entretiens, mais on est quand même à un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a de réels risques de la part, pour certains acteurs, notamment les acteurs privés, on est quand même dans un moment où les choses peuvent prendre une autre ampleur si on s'en saisit. Et à l'inverse, il peut y avoir de réels dégâts dans le déploiement des masses et dans la survie des acteurs privés notamment. Donc on est quand même à un carrefour. Alors je reviens sur ce frein de gouvernance dont je vous parlais avec l'anneau de pouvoir. En fait, ce qu'on voit en France actuellement, c'est que technologiquement, on a un bon niveau. Ça, c'est vraiment reconnu unanimement par les AOM comme par les acteurs privés. Ce qui pêche, c'est vraiment ces questions de gouvernance. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'à la gouvernance institutionnelle classique française se superposent les couches de gouvernance de la mobilité en France. Donc, tout ça forme un schéma de gouvernance institutionnelle qui est complexe, qui peut perdre, qui peut être difficile pour certains de s'en saisir. Donc, on a ce contexte-là. Et puis, on a également, et c'est lié, mais on a également une gouvernance opérationnelle qui est faite actuellement, et ça c'est un gros frein, de manière bilatérale, multilatérale. C'est fait par partenariat. En fait, vous avez localement une AOM qui va se saisir du sujet masse et qui va aller échanger et créer la relation de confiance et la contractualisation de cette relation avec chaque opérateur et chaque échelon concerné. Donc une région va vouloir harmoniser le MAS sur l'ensemble des métropoles ou des agglos présentes, donc petites ou grosses, sur un territoire. Avec ça viennent, je vous mentionnais tout à l'heure, des conflits d'intérêts, des luttes de pouvoir parfois, parce que entre notamment grosses métropoles et régions, on n'a pas forcément les mêmes envies ou les mêmes compréhensions de ce qu'on veut mettre dans notre plateforme numérique. Donc là, il peut y avoir de réelles luttes. Il peut y avoir des luttes interpersonnelles, il peut y avoir des luttes politiques. Donc ça, c'est un frein qui, vous verrez dans les verbatims, hein, ça ressort assez fortement pour retarder en fait les projets et retarder la mise en place, le déploiement de masse de manière plus efficace et davantage centrée sur l'usager que sur l'opération derrière, qui est complexe,
de cercles de mobilité, en fait. Et c'est pour ça que l'une des réponses qui voulait être apportée par la LOM, c'est cette notion de plateforme. En fait, c'est ça l'esprit de la LOM à l'origine, c'est vraiment de se dire, avec ce fameux article 28 qui concerne l'ouverture des services tiers de vente, le souhait, c'était davantage d'interopérabilité de services et davantage d'ouverture directe à cet anneau, cette plateforme masse. Le but étant d'éviter justement ces questions de partenariat multilatéral ou bilatéral qui, des dires de l'écosystème, mais aussi des travaux de tous les travaux de documentation, font que à chaque nouvel arrivant dans un nouvel opérateur ou échelon dans une plateforme masse, vous devez refaire toute la gouvernance finalement. Alors, c'est pas pour dire qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a de vrais témoignages de mise en place de relations de confiance à l'échelle d'un territoire. Donc, on y arrive, mais ça ralentit le développement des masses en France. D'où nos propositions dans l'esprit de la LOM de continuer vers cette plateformisation dans l'intérêt général de la notion de masse. Donc, l'article 28, c'est un frein qu'on a identifié qui est important parce que, pour faire simple, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que, comme vous le savez, ça a été, donc cet article, il vient de la LOM, le décret d'application a été publié en 2021. Il y avait de l'attente autour de ça. Or, en fait, il ressort des travaux et des entretiens un fort besoin de clarification à ce stade, hein, puisque les AOM ne sont pas forcément préparés, sont pas forcément au courant si, mais sont pas forcément opérationnellement préparés aux réalités d'avoir des acteurs demain privés potentiellement qui pourraient venir leur demander et être en droit de leur demander l'ouverture de leur service de vente de transport public par exemple. Donc cette ouverture, elle n'est pas directe, elle se fait avec une gouvernance, donc il y a une contractualisation qui doit se faire. Il y a eu des initiatives à saluer autour de ça, de l'UTP et de Agir Transport notamment, sur justement les pistes, les clauses qu'on peut mettre, et au-delà de ça, les sujets qu'il faut prendre en compte lorsqu'il y a ouverture de services de vente. Donc que ce soit le service après-vente, par exemple, notamment. Donc, des choses qui ont été saluées, mais on sent que le niveau de préparation en fait, de l'écosystème n'est pas forcément suffisant à ce stade. Donc, on a un besoin de gouvernance, on a un besoin de clarification de l'interprétation de la loi. On a eu des verbatim qui nous disaient que finalement, la compréhension n'est pas la même de la loi entre l'opérateur et l'AOM, par exemple. Donc, l'ART, l'Autorité de régulation des transports, se saisit depuis le début de l'année plus activement de ces sujets-là et devrait aider à clarifier ces questions d'interprétation. Et puis enfin, cet article 28, c'est quand même une source de potentialité concernant la question des modèles économiques du MAS. On va y revenir, mais c'est un gros frein actuellement. Il y a des flous encore sur la question des commissions sur ce titre de vente. Est-ce que c'est permis? Comment ça se passe? Comment ça se gère? Il y a des vraies demandes des industriels pour clarifier cela. Donc, je vous le disais, pas de verrou technique, et au contraire, c'était plutôt un atout qui est vraiment salué dans le cas français. Alors, c'est pas tous les jours, donc on peut le souligner. Il y a le niveau de prestation technique des acteurs, mais il y a également des actions nationales qui ont été réalisées et qui sont vraiment considérées comme des succès au niveau européen. Donc, notamment le point d'accès national, donc vous savez, ce qui est obligatoire au niveau européen pour tous les pays, de mettre à disposition les données publiques ouvertes à tous, ce qu'on appelle l'open data. Ici, le PAN français qui a été mis en place, notamment dans la lignée de Etalab, qui a été très actif au début des années 2010, c'est vraiment salué comme un réel succès, c'est-à-dire notamment le fait d'avoir mobilisé les acteurs autour de ça. Et c'est vrai que plus personne ne sait pas ce que c'est que le PAN. Vraiment, donc et tous les pays ne l'ont pas fait. Ça, c'est un réel succès. Pareil pour les standards, il y a eu des efforts réels qui ont été faits. Donc, comme vous le savez, la suite Transmodel avec notamment Netex et Siri, donc pour les données statiques et temps réel de transport. Netex aujourd'hui est obligatoire, donc de toute façon, le standard est sorti et se met en place petit à petit. Maintenant, ce qui serait dangereux, ce serait de s'arrêter là, parce qu'en fait, que ce soit l'open data ou la standardisation, c'est des efforts qui demandent un accompagnement suivi dans le temps, ça prend du temps, et ça représente des coûts pour les acteurs publics comme privés. Donc il faut absolument maintenir le niveau d'accompagnement
dans ces domaines-là, que ce soit pour la difficulté à produire des données de qualité dans le PAN. Ça, c'est vraiment des choses qui nous ont été remontées, notamment pour des petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens techniques, donc de personnel, en fait, de produire des données qui sont suffisamment de qualité pour le PAN, ou que ce soit des manques encore qui demeurent. Ils sont vraiment remontés par nombre de régions, dont les transfrontalières notamment, sur les bases de données géographiques, donc c'est-à-dire les bases d'arrêt, de points d'arrêt, les bases d'adresse nationales. Il y a des efforts qui sont faits actuellement, mais ça reste quand même un manque. Côté standardisation, alors beaucoup de critiques de NetEx, hein, c'est pas nouveau, mais c'est obligatoire, donc de toute façon, ça se sera pas retiré, quoi, donc ça va continuer comme ça. Par contre, il y a des commentaires sur le fait que actuellement, c'est beaucoup de conversion du GTFS, notamment vers le NetEx, qui est pas forcément optimal, c'est-à-dire qu'il y a peut-être besoin de davantage d'accompagnement pour déployer du NetEx directement. Il y a des bons exemples en Norvège qui ont pu être trouvés sur de l'accompagnement plus direct à la mise en place de NetEx plutôt que de la conversion d'autres standards. Donc, pas de verrou technique ou technologique, mais des investissements, des accompagnements à continuer. Par contre, un frein côté économique qui est important, c'est cette question du modèle économique du MAS. Donc, les acteurs technologiques, ils sont de bonne qualité. Ça, c'est vraiment reconnu par l'ensemble des commanditaires. Mais ils sont unanimes à souligner que dans le contexte actuel, en gros, si vous êtes prestataire de logiciels, les montants sont pas suffisants pour assurer l'ensemble des services qui sont attendus de la part des opérateurs, enfin des éditeurs de masse privés. Donc c'est difficile de mettre en place les services demandés à l'échelle des moyens qui sont mis au niveau des masses publiques. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas encore de modèle, c'est-à-dire que les opérateurs privés, enfin les opérateurs de mobilité nous disent très clairement qu'ils n'attendent aucun revenu de la part des masses actuellement. Donc, TIR nous a donné leurs données à eux, c'est-à-dire que 3% de leur volume d'affaires passe par des masses actuellement. Donc, c'est très faible. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'attendent pas à ce que ça augmente, donc ils s'attendent clairement à ce que ça augmente, mais ils n'attendent pas forcément à ce stade de revenus. Ils attendent surtout de la visibilité. Ce qui est utile aussi, mais ça n'aide pas à la fois, enfin, ça ne fait pas de revenus supplémentaires pour les opérateurs. Or, c'est une attente qu'on pouvait avoir au début de l'extension du MAS. Ça ne fait pas de revenus supplémentaires pour les opérateurs de mobilité et pour les éditeurs de MAS, comme je vous le disais, il y a un réel risque de perdre des atouts ici, puisqu'on a des acteurs qui nous disent, nous, il est possible que s'il n'y a pas de stratégie réelle qui soit mise en place dans l'année, on est vraiment en difficulté de survie, quoi. Le retour sur investissement actuellement est compliqué. Donc il y a des expérimentations qui sont faites autour de différents modèles. Donc B2G, on a vu que c'est compliqué, mais ça peut être du B2B, ça peut être B2C, on a vu que c'est compliqué aussi. Donc il faut encore trouver ce modèle économique. Et pour nous, il y a un rapport qui va être publié par l'Observatoire du MAS bientôt, spécifique sur ces sujets-là, le modèle économique du MAS. Ça passe beaucoup par cette plateformisation, justement, donc d'où le lien avec la commission sur titre liée à l'article 28, parce qu'en fait, dans une plateforme, on monétise les transactions entre les parties prenantes, et ça pourrait être un réel moteur économique. Alors, avant de passer à des questions-réponses rapidement, je vous donne, à l'issue de cet état des lieux, en fait, avec tous nos atouts et tous nos freins en France, rapidement, nous, ce qu'on voit un peu comme réponse, je l'ai un peu abordé, c'est d'abord de bien comprendre la logique de plateforme pour pouvoir mettre des infrastructures nationales portées au niveau national par l'État et au service, et au niveau régional, ce qui est fait en partie, pour le mettre au service justement des déploiements de masse locaux. Donc ça, c'est vraiment cette logique de plateforme, c'est vraiment le cœur de ce qu'on porte. On a également cette question des stratégies masse, où on a pu voir qu'un des freins, c'est d'avoir une compréhension globale des enjeux de mobilité et d'inscrire le MAS à l'intérieur de ça. C'est l'exemple d'Optimo, par exemple, qui a refondu son service de transport en entier, y compris la tarification, y compris les lignes de bus. Et le MAS venant après comme une forme de simplification d'accès à la mobilité, mais comprendre le MAS comme une application, c'est-à-dire une forme de tube ou de silo séparé un peu de ces dimensions-là, ça paraît compliqué. On a des témoignages qui nous disent, en fait, on a d'autres départements qui font qui traitent d'aspects de la mobilité qui sont tout à fait liés au MAS, mais on ne leur parle pas du tout, et ça n'est pas pris en compte de manière globale. Donc on a un réel besoin
de remettre en centre les objectifs, que ce soit environnementaux ou d'accès, hein, pour en faire des stratégies plus construites autour du MAS. Et ça, c'est vrai aussi au niveau national. Et puis enfin, rassembler l'écosystème autour d'une compréhension partagée de ce que pourrait être le MAS. Ça, c'est ce que vous présentera Ghislain juste après. Mais on va peut-être commencer par faire une session de questions-réponses sur cette partie. Donc encore désolé pour les problèmes de son. Mais si vous voulez prendre la parole et poser des questions en direct, n'hésitez pas. On va se donner 15 minutes pour faire ça. Sinon, on prendra des questions du chat. Il y avait une personne qui avait posé une question à propos de Citymapper, notamment avant que Ghislain donne les informations. C'est Éric Faugère, si vous vouliez reprendre la parole. Oui, bonjour. Merci pour le partage. L'idée, c'était effectivement de comprendre un petit peu mieux la typologie et le panel en fait, des acteurs que vous aviez interviewés. Et c'est vrai que Ghislain a répondu en disant que vous aviez commencé par un premier panel restreint et ensuite que vous alliez l'étendre effectivement à d'autres dans cette première phase d'entretien. Et à juste titre, effectivement, préciser que Citymapper était quand même une application qui, au demeurant, faisait de l'usage sur l'information voyageur, mais pas forcément sur l'achat, et donc forcément caractérisée comme une application de Mobility as a Service. Et en fait, voilà, moi, ce que j'avais en tête derrière, c'est effectivement de mieux comprendre aujourd'hui, dans l'état des lieux qui est fait, quels sont les acteurs, les applications portées par les AOM ou d'autres opérateurs privés, quels sont ceux en fait qui sont effectivement considérés comme vraiment du MaaS, avec un parcours en fait bout en bout, où vous avez à la fois l'information voyageur, le titre de transport disponible à l'achat, avec le paiement, et la dématérialisation du titre de transport, puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir tout dans son téléphone. Alors, j'entends qu'il y a des problèmes effectivement au niveau de la gouvernance et que c'est peut-être pas pour demain, mais on est en train de toucher du doigt, hein. J'ai le sentiment, au niveau des villes, que ça soit Saint-Étienne, Grenoble, et d'autres, on est déjà en train de toucher du doigt effectivement cet objectif-là. Enfin, corrigez-moi, hein, si je me trompe, mais Oui, bah, tout à fait, ça commence. On le touche de plus en plus du doigt. Nous, enfin, je dirais que en fait, le frein qu'on identifie, c'est la rapidité de déploiement. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, ça avance, ça se fait, il y a de réels succès, et vous avez raison, je ne vais pas mentionner Citymapper parce que ce n'est pas un acteur français, tout simplement, ouais. mais c'est un réel succès aussi d'audience, hein, ça c'est clair. En revanche, il y a quand même ces freins du coup de gouvernance et de retard et de modèle économique quand même qui restent derrière. Donc on a quand même, en fait, c'est un écosystème qui est dynamique, qui est actif, mais il reste des choses à faire. Et nous, derrière notre message, on y reviendra après, c'est auprès de l'État de pouvoir assister l'écosystème, être au service de l'écosystème pour le faire plus facilement, notamment à travers des infrastructures numériques au niveau national et régional qui pourraient se mettre au service de l'écosystème. Et vous qui avez interviewé du coup des AOM, est-ce que en termes d'investissement et de priorité, le MaaS est un enjeu stratégique, j'ai envie de dire sur la pile ou sur le haut de la pile, pardon, ou est-ce que effectivement les enjeux en termes d'infrastructure, de réponse à la demande de transport public, peut-être qu'il soit gratuit, de sécurité, voilà. Comment est-ce que ce MaaS en fait se positionne parmi tous les autres sujets en fait que les AOM, parce qu'on voit bien que c'est pas forcément leur, leur, leur métier, même si elles ont cette compétence d'organiser la mobilité sur leur territoire. Mais c'était plutôt d'abord, et comme Transdev et d'autres, plutôt d'abord métier historique autour de la création de réseaux de transport et la gestion de ces infrastructures, plutôt que la mise à disposition de services destinés aux voyageurs. Ouais, c'est une très bonne question. J'en ai pas parlé ici, mais l'un des constats,
c'est que, en effet, ça reste, en fait, comme je vous le disais, des projets de développement IT à ce stade, beaucoup. Donc, en fait, ça va être beaucoup les services techniques qui vont, enfin, les services, du coup, IT qui vont se saisir de ce sujet-là et qui vont le déployer de cette manière-là, d'où le nombre, enfin, d'où la difficulté de prendre en compte différentes dimensions de la mobilité. Donc, ça reste un sujet assez technique, en fait, actuellement. Le constat, c'est que la compétence et la compréhension des enjeux numériques a progressé. Donc, on comprend de mieux en mieux, les élus, le reste des services techniques comprend de mieux en mieux, mais ça reste quand même encore un peu mystérieux, quoi. Donc, il y a un enjeu, c'est logique parce que c'est des sujets qui ne sont pas simples et qui sont relativement nouveaux. Donc, il y a un enjeu d'acculturation qui doit continuer à être fait. Euh, c'est compris, enfin, je dirais que, alors après, c'est pas exhaustif, hein, parce que, là, vous avez la liste de ceux qu'on a interviewés, donc il y en a aussi beaucoup, pour partie, qui sont déjà très sensibilisés au sujet. C'est aussi pour ça qu'on est allé discuter avec eux, donc c'est pas exhaustif. Mais c'est quand même compris, c'est-à-dire que bon, on sait qu'on fait un MAS et pourquoi on le fait, mais il manque encore de coordination avec le reste des dimensions. Il y a des sujets qui restent un petit peu tabous, hein, la tarification, les billets uniques, etc. Ça reste quand même très compliqué. Donc du coup, comme c'est lié à ces sujets numériques, en fait, il y a une difficulté à faire le pont, en fait, à voir les vraies potentialités du numérique. C'est un peu bateau de dire ça, mais il y a encore une difficulté à voir ça. Et ça reste des budgets qui ne sont pas gigantesques, hein. Ça, ils le disent tous. Les budgets, en général, ils sont compris dans d'autres budgets qui sont pour le coup beaucoup plus importants, par exemple la billettique, qui peut représenter des budgets vraiment conséquents. Mais c'est unanime de dire que ce pas des gros projets, donc l'intérêt va aussi avec, hein. Mais voilà, donc, pour synthétiser, les AEM comprennent de quoi il s'agit. Clairement, tout le monde veut son MAS, enfin, ça c'est clair. C'est compris, comme je le disais, comme une application dans le smartphone de l'usager. C'est pas encore bien compris comme vraiment une réponse aux enjeux de mobilité globaux. Peut-être si je peux me permettre un complément, il me semble que les deux questions sont liées en ceci que le manque de portage politique ou de priorisation côté AOM est dû à plusieurs facteurs, mais l'un de ces facteurs, c'est qu'il y a peu d'usage aujourd'hui, que pour la plupart des applications publiques qui sont faites, il y a peu, voire très peu, voire extrêmement peu d'usage, et que c'est peut-être à mettre en rapport avec qu'est-ce qu'on appelle un MAS, et en tout cas pour nous, ça nous a à la fois frappé comme constat. Je pense qu'on est tous collectivement un peu trop prisonniers de la fameuse pyramide du MAS sortie par quelques consultants un peu à la volée et qui nous enferme dans cette vision de on a niveau 0, niveau 1, 2, 3, 4 et ça s'empile forcément et à un moment donné ce qu'on appelle un MAS c'est le truc qui va de bout en bout et puis qui à un moment donné sauve le monde et la planète. Alors que dans la pratique, c'est pas ce qui se passe. On pourrait même dire que beaucoup d'applications qui sont sur ce modèle-là ont assez peu de succès et que dans des applications qui ont un relatif succès, elles peuvent très bien couvrir une brique, mais pas les autres. Et être à un étage 2 ou 3, mais pas faire le 1. Par exemple, Petawa nous dit, moi je suis un acteur du MAS, à ma façon. Pourtant, je ne fais pas d'information voyageur. Donc ça marche pas, ça rentre pas dans la pyramide. Pourtant, ils se positionnent dessus. On a des exemples aussi sur les AOM éventuellement. Et on l'a pour tout un tas de services. Et en tout cas, ce qu'on essaie de faire dans notre travail, c'est de montrer que sans mettre les masses à la poubelle, parce que c'est quelque chose qu'on utilise et qui a une réalité, qu'a évoqué Marguerite, on peut aussi essayer de le concevoir un petit peu différemment, de manière beaucoup moins linéaire, pour mieux rendre compte de la réalité et aussi de la réalité de ce qui fonctionne finalement. Les acteurs du tourisme qui veulent faire du MAS, je discutais avec l'un d'entre eux à un grand office du tourisme hier, leur manière d'aborder du MAS qui potentiellement pourrait avoir de la volumétrie, c'est-à-dire s'adresser à des centaines de milliers de personnes chaque année, de visiteurs, ne correspond pas forcément à la vision d'Épinal du MAS qu'on a dans la mobilité, d'un MAS qui est d'ailleurs assez virtuel, puisqu'on en a très très peu qui sont réellement mis en œuvre avec cette vision-là, qui est quand même beaucoup une vision de slide, quoi. 1, 2, 3, 4, les niveaux, quoi. Enfin, il y a quelques exemples, mais qui ne sont pas forcément hyper probants. En tout cas, qui n'est certainement pas la vision unique dans la réalité de ce que font les acteurs. Et d'ailleurs, plusieurs acteurs qui sont sur cette grille nous ont dit aussi, nous, on se revendique plus MAS en tant que concept, ce qui veut pas dire qu'on ne fait rien sur le sujet, qu'on ne peut pas des choses qui pourraient s'appeler MAS, mais pour l'instant, le concept ou l'approche, ça ne correspond pas forcément à ce qu'est notre stratégie marketing ou ce qu'est notre stratégie produit et service, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Je ne sais pas si Il Julie, tu as y a vu des des questions questions dans dans le le chat, chat. il y a Laurent, Mhm. Frédéric et Michel. Je sais pas si tu veux choisir dans quel ordre là-dessus. Alors, je prends le dernier. S'agissant des modèles coniques du MAS. Mhm. La remarque de Michel Évrard, c'est exactement, je pense, un de tes points de conclusion, Marguerite, qui consiste à dire on a plein de sujets qui sont liés, y compris certains qui sont légèrement tabous, comme les sujets de qui définit effectivement la politique tarifaire et comment elle se coordonne, et qu'on ne peut pas construire un MAS si on ne sait pas combiner différentes politiques tarifaires, etc. Et qu'en fait, au vu de l'usager, tout ça est lié en tout cas. Et qu'en termes d'impact, et notamment si on veut parler à l'automobiliste, on peut difficilement traiter un sujet et pas les autres, et il faut peut-être avoir une approche globale de choses. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je mentionne l'exemple de Belfort, d'Optimo à Belfort, c'est que le réseau a été refondé. Et en fait, vous avez accès à des trajets à 1 euro, y compris les correspondants sur des trajets d'1 heure. Donc, c'est 1 euro l'heure globalement. Et c'est ça, plus de la communication, notamment du marketing. Donc, ça, les acteurs mentionnent beaucoup ça comme facteur de succès du MAS. Beaucoup de communication pour que les automobilistes, donc on est sur des territoires assez ruraux, hein, connaissent l'existence de ces réseaux de transport. Donc c'est complètement, enfin cet exemple-là, c'est complètement systémique, quoi. Il y a une refonte à la fois des trajets de bus, une tarification unique et une communication qui a donné comme résultat que au départ, il y a eu une baisse de fréquentation des transports publics parce que il y a la friction de la mise en place, de la transition, où les gens ne comprennent pas parce que leur ligne de bus a changé, etc. Mais au final, le nombre d'utilisateurs a doublé sur le réseau, donc les recettes ont là plus que compensé les investissements qui ont été mis dedans. Et les automobilistes s'en sont vraiment saisis puisqu'il y a de réels, je crois que le nombre de personnes qui ont un deuxième véhicule a chuté de façon assez drastique. Je crois que c'est 25%, les chiffres sont dans le rapport. Mais donc il y a de réels résultats et on voit bien que quand il y a une stratégie, donc il y a à la fois une stratégie globale et ce qui nous a été mentionné dans le cas de Belfort, c'était un reportage politique aussi du président de la région à partir de 2005, il y avait cette vision-là. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans d'autres sujets sur lesquels on travaille. Hein, on travaille aussi sur les ZFE. Et, la question du portage politique réel, que ce soit au niveau local ou national, revient. En fait, tout est possible. S'il y a du courage politique derrière, il peut vraiment y avoir des résultats réels, à la fois environnementaux et en termes de recettes. Je reprends le point de Laurent. Bonjour Laurent, qui nous a beaucoup aidé dans ce rapport. Tu poses la question de l'évolution du marché. Ce qui nous a été dit, c'est une tendance à la concentration des acteurs. Donc en gros, concrètement, les acteurs s'attendent à ce stade à ce qu'il y ait des morts tombés au champ d'honneur. Que donc toutes les entreprises ne subsisteront pas. C'est ce qui ressort. Hein. Je sais pas, je peux pas prévoir l'avenir, mais donc il y aura des restructurations. On a quand même des acteurs qui nous disent qu'ils s'éloignent de ce domaine. Alors ça peut être juste une question de terminologie. On a eu des acteurs qui nous disent qu'ils n'utilisent pas la même histoire, ils s'inscrivent plus dans la question du masque parce que ça reflète, enfin c'est trop flou et ça reflète un effet de mode qui peut être passé. En fait, je vous en ai pas parlé, mais c'est la question des temporalités aussi. C'est-à-dire que un des gros sujets qu'on voit émerger, c'est que les éditeurs de logiciels masse ou de briques B2B technologiques en tout genre sont sur des temporalités qui sont celles des startups, en fait, donc de 2, 3, 5 ans grand maximum. Et là, on arrive un peu au terme de ces années-là. C'est pour ça qu'on parle de concentration. Alors que le déploiement d'un MAS, on le voit bien, à la fois pour ces questions de gouvernance, mais aussi parce que les acteurs le disent, hein, le territoire de Belfort a commencé en 2005, les résultats, ils ont été vus 10 ans après. Donc on n'est plus sur des horizons de temps d'une dizaine d'années, sur les changements de comportement 10-15 ans carrément. Donc on a des conflits de temporalité. Donc ceux qui disent explicitement s'en sortir mieux, ce sont ceux qui vont être adossés à des opérateurs historiques. Puisque là, il y a la bande passante pour supporter, pour subsister pendant 7 à 10 ans
en sachant que voilà, il y a des investissements qui sont mis, que l'usage n'est pas forcément nécessairement au rendez-vous, enfin que ce sont des temps longs. Et c'est pas le cas pour les natifs. Donc on a cette vraie question de temporalité. Alors peut-être qu'on peut interrompre les questions sur l'état des lieux ici. Si vous en avez d'autres, gardez-les ou publiez-les dans le chat. On refera une session de questions dans 15 minutes. Et peut-être du coup, Ghislain, tu peux enchaîner sur nos préconisations. Oui, tout à fait. Alors, je vais attendre que tu passes peut-être la slide. Donc, en guise de conclusion finalement de nos travaux, on a toute une partie qui est consacrée à se demander comment on peut agir concrètement et mettre quelques recommandations en la matière pour être à la fois pratique, avoir des actions dans le court terme et tenir compte finalement de cette définition du MAS sur laquelle on est revenu. Donc, la MAS, c'est quelque chose qui à la fois recouvre certains types d'applications, mais qui en fait est connecté à tout un tas de sujets et qui ne veut pas s'aborder simplement comme un projet technique ou comme une simple appli à développer à cause de toutes ces questions de modèle économique, de gouvernance, de croisement des services entre eux. Ce qu'on a relevé aussi, c'est que finalement, puis si on parle de numérique en mobilité, c'est que en fait la question n'est pas réellement de savoir si l'utilisateur est un smartphone. C'est une question qui est souvent soulevée, puisque le numérique est une composante essentielle de la vie de notre société, évidemment, à notre époque. Et de la même façon que lorsque vous allez à l'hôpital vous faire opérer, vous n'êtes pas forcément avec votre smartphone, voire c'est interdit. Ça peut être la même chose pour le système de transport et de mobilité. Et vous pouvez être quelque part subir les impacts de la présence ou non de services numériques. Quand vous avez des petits problèmes numériques, un hôpital peut s'arrêter de fonctionner. Et pour ce qui est du système de transport, que vous soyez ou non utilisateur d'un smartphone, le MAS et en tout cas le numérique en mobilité peut vous concerner. Et en fait, il s'agit de prendre conscience qu'en fait, il vous concerne réellement. Alors, on va avancer. J'essaie de reprendre d'ailleurs la main sur l'écran. On va faire le partage d'écran moi-même, comme ça va être plus facile. Hop, un petit instant. Donc normalement vous devriez voir mon écran, ce qui va être un peu plus simple à gérer. Alors, finalement, l'analogie qu'on va prendre pour aborder le BAS et les numériques en mobilité, c'est repartir de ce qu'on connaît tous en matière de mobilité. C'est le fait qu'on cherche à rapprocher une offre de transport d'un besoin de mobilité. Ça, c'est pour le coup pas nouveau. Donc, on a des offres de transport qui peuvent être variées. On a toujours des individus, quand on parle de mobilité des personnes, qui cherchent à se déplacer toujours avec une raison, qui ont tous un mobile quelque part pour se déplacer. Traditionnellement, ce qui fait le lien entre l'offre et la demande, c'est quelque chose qui ressemble à une gare ou un arrêt de bus, ça dépend du type de mobilité, mais c'est un lieu qui a un certain nombre de caractéristiques et qui offre un certain nombre de services. Mais ce n'est pas qu'un lieu ou un bâtiment. Si vous avez déjà vu des gares désaffectées ou qui sont plus en service, c'est toujours un petit peu triste, puisque le bâtiment ne suffit pas à faire la gare. Dans une gare, vous trouvez des services pour le citoyen ou pour l'usager de la gare. Vous trouvez des services pour les professionnels, donc des opérateurs par exemple, qui utilisent la gare. Et puis vous avez éventuellement une notion d'exploitation des données sur laquelle on va revenir. Quand on est à l'ère numérique, on a toujours des gares physiques avec des services tout à fait physiques en gare. Et on a un certain nombre de services numériques qui ne sont pas forcément à distinguer en silo, en disant il y a le numérique d'un côté et le physique de l'autre, puisque en fait, vous pouvez très bien retrouver des services numériques en gare et le lien en fait entre les deux est profond. En revanche, on a de nouveaux types de services qui émergent
dans la notion de gare, c'est-à-dire de rapprocher l'offre de transport de la demande de mobilité. Côté citoyen, quelques exemples. Alors, on illustre hein, cette gare avec des exemples aussi réels que possible. On ne prétend pas être exhaustif à ce stade et vous allez voir qu'on soit plutôt comme étant un outil de travail et de discussion. Mais quelques exemples de services pour les citoyens, c'est des applis dites mass multimodales au sens on va dire classique du terme. C'est la notion de billettique multimodale qui peut aller avec ou se combiner avec, mais c'est aussi éventuellement beaucoup plus d'usagers utilisent des applis GPS multimodales que des applis dites mass, mais applis multimodales hein, qui peuvent avoir des dimensions très proches de ce dont on est en train de parler. Et puis on pourrait imaginer qu'à terme il y a des services qui s'adressent aux automobilistes concernés par la mise en œuvre de ZFE, c'est-à-dire une grosse part des automobilistes dans les années qui viennent, pour les accompagner de manière concrète. Et c'est pas toujours présent dans les applications actuelles, loin s'en faut. Côté professionnel, quelques exemples d'outils numériques à destination des opérateurs ou à destination des AOM ou d'autres professionnels de la mobilité. On peut trouver, alors les SAEIV, ça c'est quelque chose de très mature évidemment, c'est ce qui permet de produire l'information temps réel. On peut trouver à destination des employeurs désormais des outils de gestion du forfait mobilité durable ou des services associés vus dans la perspective de l'employeur. On pourrait avoir l'émergence, et c'est réclamé d'ailleurs notamment dans des missions parlementaires sur les ZFE, des outils pour mettre en œuvre les ZFE, qui ne soient pas uniquement sur la partie contrôle, ce qui est un sujet un peu connexe, mais aussi justement pour piloter les usages à l'échelle d'un territoire, la mise en œuvre d'une ZFE, les alternatives à destination des automobilistes et des habitants, et tant de choses qui aujourd'hui existent fort peu et qui sont clairement toutes liées. Dans la partie exploitation des données, on peut trouver, ça c'est des choses qui doivent se des observatoires de la mobilité, c'est-à-dire finalement, c'est pas simplement comment on produit des services, mais comment on comprend mieux ce que font les gens et éventuellement en temps réel. Et le pendant de ça, de l'autre côté, c'est si je comprends mieux ce qui se passe, comment je peux mieux agir de manière active. Ça rejoint des dispositifs qui existaient anciennement. Hein. On n'a pas attendu l'Institut numérique ou le MAS pour observer les mobilités. On a des enquêtes ménage déplacement, des enquêtes de l'INSEE, des dispositifs de comptage. Simplement, on est dans un enrichissement des possibilités ou un renouvellement des manières de faire. Pareil sur la supervision et le pilotage des mobilités. Autour de ça, on a potentiellement tout un ensemble de prérequis qui rendent cela possible. On a évoqué les questions de gouvernance, mais tout ça demande des financements, tout ça demande de l'évaluation, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui fait souvent défaut pour que ça fonctionne. La question qu'on pose une fois qu'on a mis cette petite représentation sous forme de gare, et c'est l'occasion de citer le fait que cette gare et cette manière de représenter les choses, on s'inspire de travaux qui ont été faits pour le numérique en santé, avec un principe de maison qui repose sur qui est une description assez similaire des choses. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on peut vraiment construire une gare sans fondation et en tout cas, est-ce qu'on peut construire finalement un réseau, et c'est dans les différents services, chacun dans notre coin. Et historiquement, c'est pas un problème. Hein. Les gens ont commencé à faire des chemins de fer, chacun de leur côté. Chacun son réseau, chacun ses trains, chacun ses gares. Sauf qu'à un moment donné, ça fonctionnait plus, soit économiquement, soit techniquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit les entreprises ont fait faillite, soit on les a fusionnés pour dire on va faire un réseau unifié parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner économiquement ou techniquement, quitte à se dire que maintenant on peut y mettre de la concurrence. Mais vous avez besoin d'une base commune si vous voulez passer à l'échelle. Et on est un peu dans ce moment critique aussi pour le MAS, où jusqu'ici chacun a fait ce qu'il a pu dans son coin, aussi côté opérateur, côté fournisseur de technologie, côté AOM. En fait, si on veut vraiment avoir toute cette palette de services, si on veut que ça se pérennise et que ça existe à moyen et long terme, il va falloir peut-être envisager d'avoir des fondations. Et les fondations, à quoi ça peut ressembler le modèle qu'on reprend là du numérique en santé, en tout cas qu'on a porté quelque part ou transféré à la mobilité, c'est une logique de fondation profonde avec des services socles. Et les services socles, c'est qu'est-ce qui fondamentalement permet à tout le monde de fonctionner ensemble dans un cadre commun, si ce n'est de coopérer, en tout cas, d'opérer avec les mêmes règles, avec les sortes de référentiels communs.
Alors, ça peut être éthique. On va voir quelles sont les règles du jeu en fait partagées qu'on a. Ça peut être en matière de sécurité, parce que en fait, si on n'a pas de sécurité, on n'aura pas de confiance entre acteurs et on ne pourra rien construire de commun. Et puis l'interopérabilité, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on a besoin de fonctionner ensemble, c'est possible. Toujours dans l'exemple des trains, si vous n'avez pas la même largeur de voie, c'est compliqué de faire circuler les mêmes trains. Il y a des exemples en la matière, mais le sujet devient vite très compliqué à mettre en œuvre. Dans la pratique, sur un sujet on va dire éthique, règles du jeu, on est déjà assez bien équipé. Hein. On a la LOM et ses décrets d'application et aussi quelques autres lois, notamment la loi sur la résilience. Ce qui est moins engagé, c'est le côté centre de ressources, où il y a déjà des premières initiatives et il y a déjà de l'existant avec l'Observatoire du MAS qui continue de s'enrichir, mais qui n'ouvre pas encore tous les aspects nécessaires, notamment en termes de bonnes pratiques partagées. En matière de sécurité, les questions d'identité, elles sont balbutiantes, pourtant finalement tout opérateur de mobilité, tout opérateur de masse a besoin d'identité numérique et a souvent besoin de la partager. Les questions de sécurité en tant que politique de sécurité spécifique à la mobilité, elles sont aujourd'hui pas déclinées spécifiquement. Bien sûr, on a le cadre général du RGS, le référentiel général de sécurité, qui, comme son nom l'indique, est global, général. Au niveau européen, aujourd'hui, il y a un questionnement dans la mobilité, tout comme dans la santé, on a des enjeux spécifiques de sécurité dont on entend parfois parler dans la presse. Qu'est-ce qu'il en est dans la mobilité à partir du moment où on a des services de mobilité complexes, interconnectés, avec beaucoup de données à caractère personnel? Comment on traite de cela pour justement créer la confiance qui permettra d'envisager l'interopérabilité qui, elle, repose sur des services communs. Alors, on a évoqué le PAN qui, lui, commence à être pas mal avancé et abouti. On a des choses plus balbutiantes autour des standards. Et puis des choses qui sont souhaitées, mais qui sont aujourd'hui pas mises en œuvre et qui, d'ailleurs, sont des objets de débat sur quelle est la bonne manière de le faire et le bon niveau. Quand on parle de base arrêt, quand on parle de référentiel de tarifs de transport public, par exemple, qui pourrait être mis en œuvre soit à un niveau régional, soit dans une coordination nationale ou européenne, et quel est le rôle de chacun et sur quelle base commune on construit cela. Bien sûr qu'il y a déjà des choses qui sont au niveau régional, mais qui sont aujourd'hui pas forcément coordonnées. Et au-dessus de ça, on a une notion de services associés qui sont en fait des choses qui sont donc déjà de l'ordre du service qui ne va pas être visible de l'utilisateur final, mais qui sont des prérequis pour construire les services. Alors, on a mis quelques exemples, encore une fois, qui ne sont pas exhaustifs et qui sont des objets de débat. Ce qui existe déjà, c'est des référentiels régionaux, alors qui sont peu coordonnés entre eux, qui sont peu coordonnés avec le PAN, en tout cas sur lesquels il y a beaucoup d'évolutions possibles, mais en tout cas qui ont le mérite d'exister. Et puis, on a plein d'initiatives qu'on a recensées sur le recensement des aides à la mobilité, l'attribution automatique des tarifs sociaux portés par l'ADINUM, le Multidata Hub qui potentiellement peut être une base technique commune pour construire des observatoires de la mobilité beaucoup plus facilement et coopérer autour de ça. Des logiques de calculateur d'itinéraire national. D'ailleurs, faut-il un calculateur d'itinéraire national? C'est en soi une question, mais qui n'est pas entièrement tranchée. Et est-ce qu'on peut faciliter les interfaces avec les opérateurs de mobilité? On peut relever, par exemple, que dans le plan national covoiturage publié en fin d'année dernière et mis en œuvre à partir de cette année, une des contreparties demandées aux opérateurs de covoiturage en échange d'un certain nombre de financements publics, c'est de s'interfacer avec le PAN, de mettre à disposition via API l'offre de covoiturage. Et à terme, on peut espérer, imaginer que ça aille à un niveau d'intégration supérieur, en permettant finalement la réservation de l'ensemble des services de covoiturage, mais éventuellement via un point d'entrée unique pour en simplifier l'accès et quelque part l'industrialiser. Donc ce sont des exemples, mais ces exemples ils sont là pour montrer qu'une forme de représentation commune est possible, qu'elle serait peut-être souhaitable, puisqu'elle permet d'envisager, de comprendre le lien entre des services qui sont liés entre eux d'ailleurs, hein, que ce soit des services aux usagers, des services aux professionnels et opérateurs d'une part, et qui doivent à un moment donné, pour fonctionner à grande échelle, et peut-être aussi pour trouver leur modèle économique, finalement s'appuyer sur des bases communes qui sont à déterminer, qui devraient faire, selon nous, l'objet justement d'une concertation nationale pour décider lesquelles sont les plus urgentes, les plus pertinentes
et comment elles peuvent être mises en œuvre et par qui. Est-ce que c'est au niveau national, est-ce que c'est au niveau régional, avec quelle forme de coordination sur ces différents domaines, sans que ce soit exhaustif. Et en tout cas, c'est ça qu'on détaille comme proposition. Pour terminer sur cette question à la fois de méthode et de proposition qu'on a fait dans le cadre de notre travail, on a proposé donc 5 axes de travail prioritaires dont peut se saisir l'écosystème, donc vous pouvez vous saisir si vous le souhaitez, qui sont à la fois le fruit donc voilà des entretiens et bien sûr de tout le travail au niveau européen et national comme on va dire de digestion des propositions existantes et des attentes exprimées, et qui nous paraissent en tout cas, on espère que ça trouvera de l'écho, formulées d'une manière dont on puisse s'en saisir pour travailler et échanger et travailler de manière concrète dans le court terme, avec on va dire un impact fort sur la structuration de l'ensemble de la filière masse sur les années qui viennent. Donc essayer d'articuler, avancer concrètement sans attendre, donc dès 2023, mais aussi s'inscrire dans quelque chose qui a de l'impact dans la durée. Donc le premier sujet qu'on a déjà largement évoqué, c'est la simplification autour de la distribution et de la tarification. Donc quelles sont les mesures, quelles sont les formes d'organisation qu'on peut avoir, soit pour mieux mettre en œuvre ce qui est déjà prévu dans la loi LOM et ses décrets, éventuellement quelques adaptations, et quels moyens on se donne, qu'ils soient techniques ou organisationnels, pour atteindre ça au bénéfice des usagers, au bénéfice des opérateurs et aussi au bénéfice des OEM. Le deuxième sujet, c'est qui est très présent dans la représentation avec la gare qu'on a proposé, c'est la logique de mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est sur des systèmes comme les MAS qui reposent sur des quantités d'interactions entre différents services, différents acteurs, avec beaucoup d'échanges de données, on a besoin d'un socle commun qui est à déterminer en matière d'outils notamment, et qui permettent aussi d'envisager un MAS à la française, ou en tout cas d'avoir une notion de souveraineté. Aujourd'hui, beaucoup d'outils de MAS reposent sur des infrastructures cloud qui sont juste pas européennes et encore moins françaises, pour beaucoup d'entre elles. On peut être aussi dépendant de services de paiement ou de wallet type Apple Pay, dont on n'a pas une maîtrise directe. Donc, si on veut augmenter notre souveraineté, donc notre autonomie et notre capacité à décider pour nous-mêmes, ça passe probablement par des logiques de mutualisation, en faisant le bon choix de qu'est-ce qui est à mutualiser justement et qu'est-ce qui ne nécessite pas de mutualisation particulière. Le sujet des automobilistes nous paraît important à la fois parce qu'il y a un contexte en termes d'actualité autour des ZFE et de leur mise en œuvre qui quasi de manière quotidienne en fait amène à poser des questions de quand est-ce qu'on crée un guichet unique d'accompagnement des automobilistes sur les ZFE, ça c'est réclamé régulièrement. Comment on peut avoir une compréhension commune sur un territoire de qu'est-ce qui est disponible pour les automobilistes, comment on s'adresse et on informe les automobilistes de la mise en œuvre des ZFE, de ce à quoi ils peuvent accéder comme service de mobilité ou comme alternative diverses et variées. Et tout ça aujourd'hui peut être un axe fort de travail et qui est l'une des justifications, Marguerite le rappelait, de la masse, c'est de travailler au report modal ou en tout cas à la transformation des mobilités. Si cette promesse elle doit être tenue, elle ne pourra pas être tenue si on ne s'adresse pas à 80% des habitants et des usagers des mobilités qui sont les automobilistes. Voilà. Donc, un sujet central. La conséquence des points précédents, c'est une logique. Est-ce qu'on peut avoir un modèle à la fois de masse à la française, et si on a un modèle, on a aussi du coup une filière qui avec des acteurs économiques qui soient opérateurs de services, qui soient fournisseurs de solutions technologiques, qui soient industriels, qui soient pérennes. Est-ce que ça c'est possible? Ça devrait être un objectif. C'est pas uniquement un objectif économique, c'est aussi un objectif d'autonomie et de souveraineté quelque part, parce que si on a bien sûr notre propre filière, on a des possibilités. On a su le faire en matière de transport public historiquement. Est-ce que dans le numérique, on est en capacité de construire cela? Et puis, cinquième sujet peut-être assez transverse, c'est la question de la gouvernance par la donnée. Finalement, à travers le développement de services masse au sens large du terme de numérique en mobilité, ça veut dire que
on est confronté finalement à un choix où soit on utilise le numérique permet de faire des choses beaucoup plus complexes, et quelque part on se laisse entraîner dans ce vortex de au lieu d'avoir 200 tarifs, je vais en avoir 2000 ou pourquoi pas 20 000, puisque finalement j'ai des outils numériques pour gérer cette complexité. Puis on pourrait même imaginer des tarifs comme ça se fait dans d'autres domaines, hein, où il n'y a plus de tarifs, et le tarif il est en fonction des conditions présentes et entièrement imprédictibles pour l'usager. Ça se fait dans un certain nombre de domaines. Est-ce qu'on augmente d'1 ou 2 ordres de grandeur la complexité parce que le numérique nous permet, ou est-ce qu'on utilise la donnée et le numérique pour simplifier à la fois l'expérience des usagers, pour simplifier la coopération, et quelque part pour passer à une autre échelle le système de mobilité en tant qu'alternative à la voiture individuelle quelque part. Et ça, c'est quelque part un enjeu fort collectif sur lequel il s'agirait peut-être d'être un peu plus au clair. Voilà les 5 axes qu'on vous propose. Je crois que c'est le moment où Marguerite voulait vous proposer un petit sondage pendant qu'aussi on prend des questions sur ces sujets-là. Ouais, mais en fait, je peux pas faire de sondage parce que c'est Julie qui a la main sur sur le Zoom. Mais c'est pas grave, on peut prendre, de toute façon, il me reste 6 minutes, on peut prendre déjà des questions sur ce qu'on propose. J'ai répondu à une partie des questions sur le chat, notamment sur, peut-être tu peux compléter, Gisela, c'est intéressant, une question sur le logiciel libre et ce qu'on a pris en compte, notamment OpenStreetMap et des calculateurs d'itinéraires en open source. Donc, ma réponse, c'était que je crois pas qu'on l'ait pris en compte explicitement, pas que ce soit mentionné explicitement dans le rapport, mais nous, de toute façon, à la Fabrique de mobilité, on est très proche de ces milieux-là, on est en lien avec OpenStreetMaps, et c'est en fait, ça fait partie des ébauches un peu d'infrastructures numériques qu'on a en tête de pouvoir travailler avec eux, puisque c'est un acteur clé et on partage ce constat du libre. Je sais pas si tu veux compléter, Gisèle. Oui, je peux apporter quelques compléments. Marguerite, je t'ai mis en côte si tu as besoin. Merci. Alors, il y a la question de l'open source, et puis il y a la question d'un service d'infranumérique comme OSM, comme OpenStreetMap. Sur l'open source, il peut être une voie de coopération dans la carte, dans les fondamentaux, un certain nombre, sur un certain nombre de sujets qui font partie du socle. L'open source peut trouver naturellement sa place. C'est le cas bien déjà sur les standards. Globalement, il y a un besoin de publication en open source. Peut y avoir un certain nombre d'outils qui ne sont pas forcément des services en tant que tels, qui ne sont pas opérés comme des services, mais qui sont des outils logiciels communs. Ça pourrait être le cas notamment en matière de sécurité. Aujourd'hui, en matière de sécurité, l'open source a un rôle important à jouer pour justement diffuser des briques logicielles, donc des pratiques de manière assez globale. Donc, je pense que sur tout le socle, il est assez naturel d'envisager de l'open source. Ensuite, sur la partie service, ça dépend beaucoup des acteurs, de leur propre politique en la matière. À partir du moment où on a des acteurs publics qui développent des services, on peut espérer qu'ils se reposent davantage sur l'open source. Aujourd'hui, c'est assez peu le cas malheureusement, mais c'est aussi une politique publique qui évolue dans la durée autour de ça, avec quand même on va dire des orientations fortes qui, dans le temps long, peuvent produire des effets. Ensuite, sur des infrastructures comme OSM, ce sont des infrastructures numériques, selon nous, donc c'est des services qui sont mutualisés à large échelle, qui sont du coup pas spécifiques à la mobilité, puisque ça concerne évidemment beaucoup d'autres domaines. Et c'est à la fois un service en tant que cartographie, point d'intérêt, sur lequel s'appuyer directement pour la mobilité, et sur lequel d'ailleurs on s'appuie trop peu à nos yeux, en tout cas en France, et on a eu quelques ateliers de travail sur le sujet sur la fin de l'année dernière. Donc c'est un sujet identifié de progression qui peut faire partie de la gare. Et puis par ailleurs, beaucoup de services nouveaux peuvent s'appuyer sur OSM. On peut penser par exemple à des travaux en cours sur l'accessibilité, où l'accessibilité finalement des gares et des lieux de mobilité tels que prévus par la loi LOM
Elle peut être publiée de différentes façons. L'une des manières de publier ces données d'accessibilité, c'est aussi dans OSM pour qu'elles puissent être largement réalisées par quantité d'acteurs qui s'appuient justement d'ores et déjà sur OSM. Et ça peut être une bonne manière aussi de comprendre la logique de socle et d'infrastructures communes sur lesquelles on s'appuie. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser ou si vous souhaitez prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Patrick Gendre, la Oui, bonjour Patrick. J'interviens juste à la fin, mais parce que à 2 heures, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai une autre contrainte. Mais je voulais remercier déjà Marguerite et Ghislain pour leur intervention. Enfin, personnellement, même si j'ai suivi de très près les travaux, j'ai trouvé très clair. Donc, j'espère que c'est votre cas. Et j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc, merci pour les questions. Et donc, aussi peut-être pour la suite, donc très prochainement, le rapport sera disponible. Hein. On vous invitera à le lire et à nous faire part de vos retours. Et pour la suite, on est en train de réfléchir. C'est aussi un problème, on va dire, de bande passante à notre niveau, de capacité à travailler sur beaucoup de sujets à la fois. Hein. Mais on envisage de lancer une consultation, si possible, dès ce printemps, sur un sujet qui nous semble prioritaire, qui a été indiqué comme axe, comme premier axe, qui était sur l'ouverture des canaux de vente, pour pas, disons, consulter sur tous les sujets à la fois et d'élargir la consultation peut-être au deuxième semestre. Voilà où on en est, on va dire, dans notre calendrier prévisionnel, mais on préfère pas faire d'annonce avant d'être capable d'enchaîner sur le passage en action. Voilà. Mais on espère, via aussi la communauté qui s'est créée autour de l'Observatoire des mobilités, où il y a quand même vraiment où l'écosystème des masses est très bien représenté, pouvoir permettre un dialogue autour de ces sujets-là et essayer de dégager des actions réalistes, un consensus sur certains points avec la communauté au cours de l'année. Voilà. Merci encore en tout cas à tous ceux qui ont participé et j'espère à bientôt. Merci Patrick pour ces points sur la suite, puisque c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on nous a posées. Avec plaisir et merci encore. Désolé de vous quitter à pile poil 14 heures. De toute façon, on va conclure. Hein. Sauf si quelqu'un veut encore poser une dernière question, on peut prendre 1 minute ou 2 de plus. Je pense que c'est le moment de remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir déjà pris ce temps. N'hésitez pas à revenir vers nous. Beaucoup m'ont demandé le rapport. Donc, ça, à partir du moment où vous êtes inscrit pour participer à ce webinaire, je pense que vous le recevrez directement dans votre boîte aux lettres, email. Il sera par ailleurs publié. Donc, ça, c'est dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à revenir vers Marguerite ou vers moi si vous avez des questions, des réactions, des idées. On est toujours preneur, bien évidemment. Et puis sinon, pour ce qui est du côté des GTM, hein, donc là vous avez identifié, je pense, Patrick Gendre, vous avez aussi Mélanie Vessier et Jean 5, je pense, qui étaient connectés en tout cas tout à l'heure. D'entre vous connaissez d'ores et déjà qui peuvent être vos interlocuteurs privilégiés sur tous ces sujets. On vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir.